Mon grand-père était considéré comme l'un des chefs, l'un des principaux chefs de l'insurrection. Pendant les procès de 1871, il avait dit aux enfants de Cheikh Haddad, il a dit, vous me mettez tout sur le dos et vous dites que moi je vous ai obligé à faire l'insurrection. Nous sommes ici dans la paisible localité d'Aomar de Dra al-Mizan, au sein de ce cimetière livré au vent et à l'oubli. Ces pierres tombales, ces morceaux de jarre et ces herbes jonchant ce haut lieu de lutte pour la terre et la dignité. Ce site retraçant tout un processus de résistance millénaire à la colonisation française. Une sépulture d'honneur et d'orgueil, interpellant les consciences pour combattre l'amnésie. De ces plaines où s'entrecroisent les chemins de l'Akhdaria, de Bouira et de Tézirnif, les hommes de la confrérie Rahmaniya et les cavaliers d'Al-Mokrani de Boumezreg ont croisé le fer contre les troupes coloniales. La tribu de Nizliwa, elle s'est regroupée avec d'autres tribus comme celle des Geshtowa de la région de Sidi Boras, du côté de Bouira, et de Oulad Slama du côté de Dra al-Mizan, la région de Tézirnif, sous le commandement, la partie de Bouira sous le commandement de Cheikh al-Jadi. Et la partie de Nizliwa, c'est le commandement de Ali ibn Tallash, qui est mon arrière-grand-père aussi. Ils ont choisi ce terrain-là parce qu'il est stratégique, parce qu'ils peuvent voir l'ennemi quand il est venu de la région de Bouira et d'Alger, de Bouira exactement de Solozlan, parce que le grand cantonnement était à Solozlan. Donc les tribus, déjà, ils ont assiégé Dra al-Mizan pendant 40 jours. Donc le général Serez, il est venu pour enlever le siège acquis. Sidi Rahmoun, pour faire face à l'armée qui venait de Solozlan. Arrivé à Djibahia, le général Serez a ordonné à son artillerie d'attaquer. Après avoir attaqué avec l'artillerie, il a donné ordre à la cavalerie de foncer sur les insurgés, comme ils nous appelaient en ce temps-là. Au soir, il y a ils n'ont pas pu résister. Ceux qui sont morts, Allah sont morts. D'autres se sont volatilisés. Chacun a regagné son village natal. Il y avait plus de 200 shahids à l'époque qui étaient enterrés à la hâte. Il y avait plusieurs blessés aussi. Les blessés, ils étaient achevés sur place. Et les autres capturés, ils étaient traduits en justice après dans la cour de Constantine, puis déportés en Nouvelle-Calédonie. L'oncle de mon père, qui s'appelle Cheikh al-Hussein, il était muqaddam de Cheikh Haddad pour la région des Ouassif. Et il a reçu l'instruction de la part du maître de la Rahmaniya, comme tous les représentants de la Rahmaniya de la région de Kabylie, il a reçu l'ordre d'aller à la guerre, d'aller emmener ses khouans, ses troupes, ses disciples vers la guerre. Et il avait reçu l'instruction d'aller du côté de Borny de l'Almizan, parce que c'est là-bas qu'il y avait des camps militaires
Il fallait donc attaquer ces camps. Et donc, quand on a appris la nouvelle est arrivée de façon vraiment dramatique à l'époque, parce qu'on a appris que les gens avaient été arrêtés, qu'ils avaient été condamnés, qu'ils étaient partis en Nouvelle-Calédonie. Mais les gens pensaient que tout le monde allait mourir, puisqu'il n'y avait pas moyen d'avoir des contacts. Une guerre féroce et une épique bataille baptisée Sidi Rahmoun. Une résistance qui a duré plusieurs jours a été réprimée par les forces coloniales du général Serrez. Et c'est ici que reposent les martyrs de cette noble insurrection populaire. On a la famille Na, la famille Ballash. Bentallas, il y avait 3 frères. Leur père était détenu ici aussi. Ali, Saïd et Ahmed. Et leur père c'était Mohamed. Il y a les Galaises de la région Tizernif. Et il y a le grand-père de Aïthou Arav. Cheikh Hassan, c'est notre président de l'association des oubliés de l'insurrection de 1871. Sidi Rahmoun, actuellement, c'est un cimetière où, quand vous marchez, vous arrivez là-bas, vous allez marcher sur des ossements de Moudjahidine de 1871. C'est vaste, il y a plus de 200 martyrs. Il y a ceux qui sont même en terre, recouverts, je peux dire, de 5 à 10 cm de terre. C'est dommage, il y a de valeureux hommes enterrés comme ça. Il n'y a aucune valeur, ils n'ont aucun statut. Même l'histoire. Et la liste est longue, celle de tous les braves qui ont combattu héroïquement à côté d'Al-Mokrani, son frère Boumezreg, de Cheikh Al-Haddad et ses frères Aziz et Mohamed. Et puis quand on parle de l'insurrection de 1871, on se réfère justement à cette résistance perpétuelle qui a toujours été là pour à peu près 5 ou 6 siècles, jusqu'à après l'insurrection de 1871. Ce qui fait que les alliances étaient pratiquement tout à fait naturelles à travers toute l'Algérie, puisque l'insurrection de 1871 avait commencé de Hadj Tandous jusqu'à la frontière, c'est-à-dire les 3/4 du territoire algérien. Si nous mobilisons l'ensemble des forces vives du pays, à commencer par le peuple qui se trouve représenté par les Khouans, qui sont mus par la foi et par la volonté de vaincre, de combattre pour leur pays, c'est une sorte de catalyseur. Là, on pourra, si on mêle les deux, la stratégie militaire d'un côté, celle que peut présenter Mokrani avec ses troupes, et la stratégie liée à la présence du capital humain que constitue le nombre d'individus représentés par tous les Khouans. Il s'est dit, si on fait ça, c'est tout le peuple qui va être sensibilisé, et c'est tout le peuple qui va se soulever, et c'est ce qui s'est passé. Ça a commencé à Soukahra, c'est monté à Tébessa, c'est remonté à Borj, à Sétif, après c'est Béjaïa, la Kabylie, toutes les 2 Kabylies. Boumezreg el-Mokrani était caïd de l'Ouanoura, il s'est insurgé, il a été le chef reconnu de l'insurrection de 1871, après la mort de son frère Mohamed Ben Hadj Ahmed el-Mokrani, qui est mort au combat le 5 mai 1871 à Souflat, vers Ain Bessam, qui lui-même était Bachara de la Medjana. Rappelez-vous ce qui s'est passé après 70, quand les Français ont été battus à Sedan. On pensait que c'était l'occasion pour les Algériens de se soulever contre la France, puisque les Français étaient occupés là-bas, leurs troupes étaient là-bas, et puis ils étaient
pour la plupart décimés par les Prussiens. Donc tout cela, ça a conduit les gens à se poser des questions. Est-ce qu'on peut continuer à vivre sous la botte d'un étranger, ou bien est-ce qu'on peut essayer de se soulever? Plus de 250 tribus ont pris part à la révolte du 16 mars 1871 et celle du 8 avril de la même année. Les premiers hauts faits de guerre ont été marqués par l'assaut des sites stratégiques. Mokrani, qui, dans un geste magnanime, va renvoyer en fin de compte la solde qui lui a été envoyée qu'il percevait régulièrement. En février 1871, il renvoie sa solde à l'officier de l'armée française, la solde qui était de 833 francs, ce qui était important pour l'époque, et plus que ça, il fait une espèce de déclaration de guerre. En informant le capitaine Olivier, qui était le commandant de fort du Borj Boridis, qu'il allait lui faire la guerre et qu'il fallait préparer les fusils, de part et d'autre. Il avertit, nous préparons nos fusils, préparez les vôtres. C'était donc une déclaration de guerre en bonne et due forme. L'insurrection de 1871, il faut rajouter aussi Cheikh Haddad, qui avait apporté au mouvement au bout d'un mois et demi, quand Sidi Boumezrag l'avait pratiquement sollicité pour qu'il rejoigne que par un appel, parce que les Mokrani faisaient déjà la guerre aux Français depuis à peu près un mois. Quand Cheikh Haddad est sorti sur la... Ce même jour, le Muqaddam Si Mohamed Oul-Hussein de Bouad al-Rahman, tribu d'Azouassif, réunit tous les Khouans sur la place du marché Nathamsi de Waraqville et informa la nombreuse affluence de la résolution prise par le grand maître, c'est-à-dire Cheikh Haddad. Puis il ajouta qu'il avait reçu la mission de mobiliser et de conduire les Moudjahidines contre Bourni et Dra el-Mizan pour les assiéger. Un stratège militaire et une voix mystique galvanisant les Khouans de la Kabylie à Kolo, de la frontière tunisienne jusqu'à Cherchel, pour combattre la dépossession des terres, le décret Crémieux et l'arrivée en masse des colons suite à la chute de l'Empire à Sedan en 1870. 450 000 hectares de terres fertiles ont été confisqués et 5 milliards de francs en or imposés aux tribus insurgées. Il faut parler avant tout de la famine qu'il y a eu avant 1871 et que la famille Mokrani avait supportée. Il y avait, en s'endettant et toute la suite pour pouvoir sortir de la famille, leur population et toutes les populations avoisinantes. Ça a été le départ. Ça a été le départ parce qu'il y a eu, après cela, un jeu des banques françaises et de l'administration française pour déposséder les Mokrani de leurs terres. Les Mokrani possédaient 670 000 hectares dans toute la entre les Bibans et les Babors, et possédaient 270 hectares entre Ben Aknoun et El Biar. Mais les décrets Crémieux, c'est pire que ça. C'était une véritable doctrine qui disait qu'il fallait que les Juifs soient maîtres de tous les pays où ils allaient vivre. Les Mokrani sont élevés à partir du moment où les Juifs sont devenus français à part entière. La dépossession des terres des Algériens pour les remettre aux Alsaciens lorrains se poursuivait au rythme des promulgations des séquestres. Ainsi, la paupérisation du monde rural est devenue une réalité absolue.
les Mokrani avaient hypothéqué toutes leurs terres pour sortir de la famine la population algérienne qui était déjà dans un état de pauvreté terrible derrière l'expoliation des terres et puis on les avait relégués pratiquement à rien du tout. Ils étaient ou des khammes ou même pas ou moins que des khammes, relégués aux terres les plus pauvres et toute la suite quand ils ont été dépossédés. Ce procès, il y avait 32 condamnations à la déportation en Nouvelle-Calédonie, 5 condamnations à la peine des travaux forcés au banc de la Guyane française. Et il y avait aussi des dizaines de condamnés dans les centres de détention au niveau local, donc en Algérie. Il y avait 117 acquittements. Et on a décidé de créer la cour d'assises de Constantine. C'est là-bas qu'il y a eu le procès des insurgés en avril 1973. Et parmi eux, il y avait donc Cheikh Haddad lui-même, qui avait été arrêté en juin 71, pardon. Et il y avait donc tous ces chefs de région, ces chefs militaires qui se sont retrouvés pris dans l'engrenage. Le procès a duré un mois à peu près. On a décidé de libérer certains, mais surtout de condamner beaucoup d'entre eux à la déportation en Nouvelle-Calédonie, dont l'oncle de mon père, qui s'appelle Cheikh al-Hussein. Laoui le présente comme étant Cheikh al-Hussein de Ouad Rahman. Un véritable déracinement pendant 6 mois, un voyage de 6 mois pour arriver en Nouvelle-Calédonie dans des conditions vraiment terribles, où la plupart étaient morts. Ceux qui sont arrivés étaient arrivés dans des conditions insupportables.
sait toutes les souffrances qu'ils ont pu subir dans les bagnes en Nouvelle-Calédonie. Et puis il y a eu toute une série de grâces. Et tout le monde a été gracié, puisqu'à l'époque, les gens de la commune de Paris, qui étaient des amis de mon grand-père, avaient été graciés à la fin des années 1880. Et mon grand-père, qui était considéré en principe comme un prisonnier politique, on lui a toujours refusé la grâce. Le déracinement, moi je parlerai de l'istisal. L'étymologie de l'istisal, c'est l'asl. Hein? C'est la racine. Hein? Là, ils ont été déracinés. C'est plus fort que le déracinement de Bourdieu. Des paysans de la Mitidja de Bourdieu. Les paysans de la Mitidja de Bourdieu qui ont été déracinés, qui ont été déplacés pendant la guerre de libération nationale, ont retrouvé leur terre. Ceux-là, ils ne vont pas retrouver leur terre. Les déracinés dont parle à juste titre Bourdieu vont retrouver les leurs. Ceux-là, ils ne vont pas retrouver les leurs. Les déracinés de Bourdieu, ils vont retrouver leur Algérie. Ceux-là, ils ne vont pas retrouver leur Algérie, même s'ils vont la constituer ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, mais ils ne vont pas retrouver leur Algérie. C'est pour ça que moi je parle également de l'istisal, ils ont été déracinés. La déportation recouvre une des pages les plus hideuses de l'histoire de la colonisation française. Plusieurs convois ont transporté les révoltés des ports algériens jusqu'au fin fond du Pacifique. Des bateaux ont accosté dans les îles des Pins, la presqu'île de Ducos et le banc de Nou en Nouvelle-Calédonie. Je parlerai de Nefien, je parlerai de Menfioun. Au lieu de parler de déportés, au lieu de parler de transportés ou de relégués, moi je préfère parler de Menfioun al-Jazairiyoun. Pourquoi? Parce que la résistance algérienne, deuxième moitié du 19e siècle, c'est une résistance spécifique. Ces résistants sont des résistants spécifiques. Ces expulsés sont des expulsés spécifiques. Ce n'est pas des expulsés de droit commun comme l'ont été de nombreux Français qui ont été expulsés en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Il y avait eu deux principaux convois. Voilà. L'un, c'est... le premier, c'était le vaisseau La Loire, qui est parti, je crois, qui avait appareillé au port de Brest, si je ne me trompe pas, le 5 juin 1874. Voilà, avec à son bord 39 insurgés algériens. Voilà, qui a mis 134 jours de mer. Des assises de Constantine qui se sont tenues de mars à septembre 1873 et qui ont abouti à la condamnation d'un certain nombre d'entre eux à la peine de la déportation ou à la peine des travaux forcés. La différence entre la peine des travaux forcés et la peine de la déportation, c'est que la peine de déportation est une peine essentiellement politique qui s'applique à des prévenus auxquels la justice reconnaît et attribue une dimension politique, c'est-à-dire de chef politique. Tandis que la peine des travaux forcés s'applique normalement à des criminels de droit commun. Ça montre, si vous voulez, je sais pas comment, la perversion de la politique française. Donc on ne va pas les Madagascar Drous, donc il y en a qui seront déportés à Madagascar, mais on préférera la Nouvelle-Calédonie et même Cayenne. Pourquoi? Ben pour les couper complètement de leur pays, pour les couper complètement de leur terre, pour qu'il n'y ait pas de communication au niveau politique. C'est très important et très intéressant, vous voyez. Et d'ailleurs, quand il va y avoir quand on va accorder justement aux communards la possibilité de revenir chez eux, donc il y a eu deux jugements, ben les Algériens, on ne leur accordera pas parce qu'on ne veut pas qu'ils reviennent en Algérie.
livrant ainsi les prisonniers aux affres du bagne. Plusieurs détenus ont trouvé la mort en cours de route. L'océan Pacifique fut un cimetière à ciel ouvert, narrant pour l'éternité l'odyssée de ces naufragés de la liberté. Durant la première traversée, donc à bord du vaisseau La Loire, il y avait 5 décès à bord. À bord du Calvados, il y avait 4 décès, dont le dernier, c'était... il y avait 4 décès. Il y avait Boujma Ben Qara, pour citer les noms. Akilina Bouzid, il est juste d'à côté, Beni Mendes. Il y avait Mohamed Hamoussa, Deit Bouadou, qui était mort 1 mois, 13 jours après l'appareillage du bateau. Donc, le dernier, Amar Nathamara Deswadia, il était mort le dernier jour, le jour de l'arrivée à Nouméa. La déportation, l'enfant légitime de la colonisation. Un système répressif dont le but est le déracinement des hommes de leur terre, un trauma légué en héritage, un crime contre l'humanité qui s'ajoute aux autres crimes coloniaux. C'était surtout pour peupler et coloniser. Durant la peine, donc la durée du doublage, on octroyait aux bagnards des concessions de terre allant de 2 à 4 ou 5 hectares. Voilà, on les pourvoyait. D'abord, c'était dans la forêt amazonienne, parce que le territoire de la Guyane française, il était constitué à 90% de forêt amazonienne. On a effectivement utilisé cet argument pour justifier cet éloignement, c'est vrai. Alors on a dit que la Nouvelle-Calédonie se situant à quelques centaines de kilomètres, je ne sais plus combien, à l'est de l'Australie, alors la France aurait décidé d'adopter ce modèle-là de mise en valeur par la sueur servile des forçats et des bagnards à l'imitation de ce que faisaient les Anglais en Australie. Mais cet argument ne suffit pas, parce que, si vous voulez, les États disposent d'un compte satisfaisant de criminels de droit commun que l'on peut envoyer où l'on veut pour mettre en valeur telle ou telle terre. Or, ici, il s'agit bien de condamnés politiques. De gens qui étaient très souvent Bachara, Caïd, Amin, Cheikh, etc., qui étaient d'une extraction très souvent, une extraction sociale noble, et que si on les a envoyés en Nouvelle-Calédonie, ça n'était certainement pas pour mettre en valeur la Nouvelle-Calédonie, mais bien pour les punir. L'autre perversion, c'est que ceux qui sont restés, on va leur proposer de minimiser leur peine s'ils s'alliaient avec les Français contre les Kanaks. Donc, voyez, donc, voilà, ça montre, c'est bon, je veux dire, la Nouvelle-Calédonie, c'est très important parce que c'est emblématique, parce que c'est symbolique, mais le désastre qui s'est passé ici, c'est pas moindre. Mon père disait, quand mon grand-père est revenu, oui, il m'a dit, il disait qu'il est revenu avec des biens, mais il n'a jamais réussi parce que dans sa tête, c'était revenir à la Medjana et prendre toute une partie de ses terres. Or, quand il est arrivé, non seulement il a été empoisonné par le gouverneur d'Algérie, puisqu'il est mort une année après, mais il lui a été interdit d'aller à Borzborel, Medjana, Aqalat Beni Abbas et toute la suite. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans leur façon. Et on était restés des indigènes colonisés et on n'avait droit à rien du tout. C'est tout. Tribus de guerre, impôts et séquestres. Autant de funestes instruments outillés dans la longue nuit de la dépossession. En Nouvelle-Calédonie, Algériens et communards faisaient face à l'atrocité du système colonial et à la sauvagerie du bagne. Quand on va accorder justement aux communards
la possibilité de revenir chez eux, donc il y a eu deux jugements, ben, les Algériens, on ne leur accordera pas parce qu'on ne veut pas qu'ils reviennent en Algérie. Les communards, ceux qui ont été libérés, j'oublie la date en 1800, je sais pas quoi, j'ai oublié la date, excusez-moi, quand ils vont revenir en France, c'est eux qui vont écrire des billets, c'est eux qui vont essayer de militer en faveur des Algériens. Pendant la guerre de libération nationale, on a beaucoup d'exemples de Français d'Algérie qui rejoignent le mouvement national. Henri Alleg, Maurice Audin, Yves Thon, Pierre Ijaï, Jacqueline Chollet, les époux Chollet. En 1871, ces exemples-là n'ont pas leur équivalent. Ils n'ont pas leur équivalent. Et on est surpris de voir comment, hors l'IMES, c'est-à-dire hors la situation coloniale, à 22 000 km de l'Algérie, de voir des témoignages de communion dans le vivre ensemble, dans le respect, dans la curiosité mutuelle. Le passage de l'administration coloniale du statut militaire au civil a ouvert la voie à l'arrivée massive des Indiens occupants. Ces colons en quête d'un nouvel Eldorado, un terrain défriché par l'arsenal de guerre des généraux Cérès et l'Allemand. La guerre de la Prusse et de la France avait fait que ça avait été accéléré et que c'était les colons en place qui avaient pris toute l'administration, donc toute la gouvernance de l'Algérie coloniale. Donc d'où le problème. Napoléon avait une autre idée, Napoléon III avait une autre idée de l'Algérie. Et puis, après 1870 et la défaite, il fallait encore des terres à donner aux colons qui allaient arriver de l'Alsace et de la Lorraine. C'est un véritable génocide, nous n'avons même pas besoin de le dire, ça a toujours été... Ce sont les historiens qui ont dit que c'était un génocide, et tout le monde le reconnaît. Il n'y a que jusqu'à maintenant la France qui ne le reconnaît pas. Quand vous donnez la définition d'un génocide, je ne pense pas qu'il y ait plus pour un pays une colonisation aussi génocidaire. Quand vous partez à peu près avec 8 millions et vous arrivez au bout de 132 années de colonisation à 8 millions d'habitants, ça veut tout dire. Donc cet événement-là va permettre à un monsieur qui s'appelle monsieur Varnier, il va inventer ce qu'on appelle la loi Varnier. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Vous savez bien qu'il y a des terres arches et des terres melk, toutes les nomenclatures de la propriété. Et ils vont dire on va franciser les terres. Qu'est-ce que ça veut dire franciser? C'est-à-dire que si vous n'avez pas de papier, vous ne gardez pas votre terre, vous voyez? Et donc, ce sera un prétexte pour que les Français puissent prendre le maximum de terres aux Algériens. Le premier électrochoc, c'est l'arrivée des Alsaciens et des Lorrains. L'arrivée des Alsaciens et des Lorrains, qui, d'après une étude qui a été faite par Fabienne Fischer, sont entre 25 et 30 000 en Algérie entre 1830 et 1870. À ces Alsaciens lorrains ont été remis pas moins de 100 000 hectares de terres cultivables. 100 000 hectares.
100 000 hectares, ils ne les ont pas trouvés comme ça. 100 000 hectares ont été ponctionnés sur les terres algériennes. Cette séquence incontournable dans l'histoire du récit national sauvegarde jalousement des noms de héros épris de justice et d'honneur. Les historiens l'ont dit, ils ont dit que l'insurrection de 1871 avait touché la plus grosse part de la population algérienne et de l'autre côté, 1954 était arrivé à un moment où on avait constaté toute cette déliquescence de la population algérienne, cet appauvrissement, enfin, c'est-à-dire ce que la France avait fait de plus terrible contre le peuple algérien, une sans émancipation, sans rien du tout. On les avait pratiquement rejetés inhumainement. On connaît l'insurrection de 71 par la brutalité de la répression, la déportation, le déclassement social, le délitement des structures élitaires traditionnelles, les exécutions sommaires, les séquestres, les amendes collectives. On connaît tout ça, mais on souligne moins le côté vraiment très clivant de l'insurrection de 1871 qui a scindé les populations vraiment réellement en deux camps très clairement et très nettement tranchés entre c'est-à-dire d'un côté les dominés qui s'insurgent et les dominants. La révolte de 1871 va être une matrice pour ce qui va suivre, parce que ce mouvement anticolonial, il va se poursuivre jusqu'en 1916. 1916, 1914 à Biskra, 1916-1914 dans les Aurès et également Mascara avec les Beni Chougran. Bon, après le répit qui va être en fin de compte un combat politique et culturel, Émir Khaled et par la suite les mouvements politiques, les différents mouvements politiques, PPA, MTLD, etc., nous allons avoir le 1er novembre 1954. En fait, je peux dire que 1954 est la résultante logique et historique de tout ce combat anticolonial. La généalogie de la bravoure boucle sa 5e génération. Mohamed Boumezreg revient sur les traces de ses aïeux. Qal'a de Beni Abbas est avant tout une citadelle imprenable où les Turcs n'ont jamais pu la prendre à un moment quelconque. Ils se sont cassés les dents pendant pratiquement 3 siècles et demi entre les Bibons et les Babors parce que c'était le fief des Mokrani. La Qal'a a eu des moments extraordinaires. Ça a été un pôle économique et un pôle culturel. Les Mokrani et les gens de Abbas étaient des érudits avant d'être des commandeurs de toute la région. Ils ont fabriqué leurs propres armes, leurs propres poudres, ils ont eu des populations diverses, très industrieuses, qui ont rayonné pratiquement sur toute la partie de Béjaïa et l'arrière-pays jusqu'à Msila, Boussaada et toute la suite. La Qal'a d'Abbas
symbole de la résistance séculaire contre les envahisseurs étrangers. L'heure est au souvenir et au ressourcement. Les gens de Qalat ibn Abbas, on les retrouve partout dans toute l'Algérie. C'est-à-dire du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est merveilleux ce que ces gens-là ont pu apporter de par leur présence et de par leur savoir pratiquement à toute l'Algérie. Lui, c'est Ahsen Belarbi, un Algérien humble et fier. Il a entamé depuis plus de 20 ans enquête et recherche pour lever le voile sur une période des plus sombres de la colonisation française. Moi, quand j'étais jeune, mon grand-père racontait l'histoire de son père déporté en Nouvelle-Calédonie. Il est décédé à l'âge de 16 ans. Quand son père est arrêté, il avait 7 ans, en 1864. Il est né en 1864, il est décédé en 1954. Pourquoi j'ai pris Ahsen Athwara Bouhia? C'est en hommage à mon aïeul déporté en Nouvelle-Calédonie en 1871, Ahmed Athwara Bouhia. Le déclic pour ma passion sur la recherche des déportés en Nouvelle-Calédonie, tout d'abord, je me suis penché sur l'insurrection de 1871. Ici à Bounouh, dans la région de Bourni, la vie fusionne avec la mort. Au pied du Durdura, les disciples du Cheikh Ben Abdelrahman, chef spirituel de la Tariqa Rahmaniya, ont pris part à la grande révolte populaire de 1871. Ahsen Belarbi a pris son bâton de pèlerin. Il a entamé une action des plus nobles, qui l'a mené au fin fond du Pacifique, à Bouraï, en Nouvelle-Calédonie. J'ai assisté au chant d'une chorale composée de descendants de déportés, de descendants de colons français et de descendants de Kanaks. Et ils ont même chanté la chanson Yel Menfi. Une mémoire fertile, des traces, des sciences précises. Les bonnes volontés prennent des initiatives. Une autre descendante des déportés revient sur les traces de ses aïeux, à Mila. Il y a quelqu'un de Guerrera qui est entré en contact avec moi. Il me dit, vous avez cité le nom Milou de Ben Abdallah. Il lui a dit oui. Il me dit, c'est mon parent, c'est un déporté. Et celui qui m'a reçu là-bas, Bernard Salem, est un descendant de Miloud Ben Abdallah. Ensuite, il y a une autre famille, Marie Pamar, qui me disait et qui m'a dit, elle est de Sidim Sid, son aïeul. Non, cette famille, elle est actuellement
à l'heure, un journal de Nouvelle-Calédonie où j'ai donné interview à un journal, à une chaîne de télévision et une radio locale. À la fin, on m'a dit quel titre vous allez donner à cette émission. J'ai dit le titre, un Algérien sur les traces de son aïeul déporté politique. Des allers-retours entre Alger et Nouméa s'ouvrent et défrichent les sillons d'une nouvelle page d'histoire, celle des Calédoniens sur les traces de leurs aïeux. Pendant que nos Algériens étaient en Nouvelle-Calédonie avec mon grand-père, la suite, ils sont tout de suite regroupés en communauté. Est-ce que vous savez qu'il y a des palmiers dattiers en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous savez qu'il y a des figuiers? Ils ont reconstitué leur Kabylie en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est extraordinaire, avec tout ce qu'il y avait de... tout ce qui pouvait... D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les gens qui sont venus de Nouvelle-Calédonie et toute la suite, ils parlent de l'Algérie sans qu'ils l'aient jamais vue. Remonter jusqu'à 1873-74 et rester encore empreint d'une Algérie de cette manière-là, c'est extraordinaire. C'est se dire, là, quand il en parlait, il pleurait. Il m'a dit, je me demande où est-ce qu'ils ont été chercher cette algérianité. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'archives. Et alors, nous, les Algériens, nous allons ressortir les classiques français, Rhin, Nil, c'est vrai, mais il y a des archives qui sont méconnues, sur lesquelles il faut travailler, et sur chaque région. Ensuite, il y a une autre archive qui est très importante, c'est la mémoire orale. Et là, on a des poèmes en kabyle sur Al-Muqrani, on a des poèmes en arabe sur Al-Muqrani. Et je suis sûre qu'en cherchant, on trouverait beaucoup plus de choses qui nous ramènent non seulement à l'histoire officielle de 1871, des faits, mais surtout le vécu, comment ces gens ont vécu. يا سايلني لا تسول خليني في حكام ربي العالمين نستنى كامل الخصايل رحل البيضاء أمام الصالحين من وحشو خاطري تهول وحش ولادي وحب سيدي جاو الاثنين راني في كالفي مجول أنا والشيخ بندوينة مرهونين فيوك خالقي تعول سلاك الحاصلين تفك من البحرين. Il y a un autre phénomène qui accentue encore cet effet-là, c'est le refoulement. C'est le refoulement. C'est-à-dire que très souvent, les anciens détenus ou les anciens déportés ne parlent pas de ce qu'ils ont vécu. Ils ont beaucoup de mal à en parler. Donc c'est un double effet. C'est un effet voulu officiellement, mais tacitement aussi, ça n'est pas dit. Mais il y a aussi les personnes emprisonnées elles-mêmes qui participent aussi à ce phénomène-là. Par exemple, vous prenez Louise Michel, La Commune, Mémoire et Souvenirs, qui a été pourtant écrit dans le contexte de la déportation. Elle évoque quasiment jamais son vécu. 149 ans après la révolte de 1871, le ressourcement demeure un hymne à cette odyssée des océans, à ces écumes des hautes mers, à ces intérieurs carcéraux, à ces Khalidounes, ces Khalidounes, ces éternels qui ont rompu avec le désordre colonial. 1871, une année charnière dans le long processus de l'histoire de l'indépendance de l'Algérie.